ce Day Make. Nous allons pouvoir commencer notre dernier temps fort de la journée. Bonjour à tous, ici même bien en public et puis ici même également en direct sur les réseaux et les médias partenaires. Bonjour Daniel Christian. Bonjour Marc-Lionel Gâteau. Alors, moi depuis que je te connais, Daniel, j'entends toujours parler de cette Star Cup. C'est donc vraiment avec une réelle émotion que j'ai vraiment le plaisir ce soir de co-animer avec toi cette présentation. Alors je te laisse déjà nous présenter un peu ce qu'est la Start-up, comment c'est né, puis en quoi cette cup, cette coupe, cette compétition, elle est un peu différente des autres. Alors effectivement, on entend parler depuis un moment. Il y a au moins 2 membres du jury ici qui peuvent témoigner qu'on en parle depuis longtemps. Mais on finit par y arriver, donc je suis bien content. Alors effectivement, c'est un concours d'entreprise qui est un peu sur un concept nouveau, plutôt innovant on va dire, parce que la plupart des concours d'entreprise, on fait des business plans, on remplit des dossiers. Pendant ce temps-là, on ne fait pas son boulot. Et puis à l'arrivée, on a une centaine de dossiers, et puis il y en a un qui est élu. Oui, les autres ont travaillé pour rien. Alors moi, ça m'embêtait. J'ai participé beaucoup à des concours d'entreprise de ce type-là. Mais justement, je trouvais que je perdais mon temps, même si j'en ai gagné, donc j'étais bien content. Et donc j'ai voulu renverser la vapeur en disant non, il faut qu'on leur donne de l'argent avant pour qu'ils puissent faire un projet. Et puis on va juger la façon dont ils vont manager ce projet. Et l'exemple, je pense, le plus parlant pour cela, c'est, puisqu'il y a la Banque Populaire qui est là et ils vont comprendre tout de suite de quoi je parle, si je m'appelle Armel Lecléac, je suis un bon skipper qui peut gagner des transats. Et puis j'ai un ingénieur, un architecte naval génial qui m'a fait le bateau capable de gagner la route du Rhum. Mais j'ai pas de sous. Donc je vais frapper à la porte de la Banque Populaire. Je dis, vous ne voudriez pas être sponsor voilà. Et en fait, s'il n'a pas le financement de son sponsor, Armel Lecléac, il ne démarre pas. Son bateau reste à quai. Voilà. Voilà. Donc le principe, c'est qu'effectivement, on ait l'argent avant. Et plutôt que de sponsoriser un sportif, là on parle de voile, parce qu'effectivement les valeurs sont un peu les mêmes qu'un chef d'entreprise, le challenge, la haute mer, les chefs d'entreprise, ils connaissent les grands vents, les 50e rugissants, etc. Oui, ça arrive hélas bien souvent. Voilà. Alors c'est le concept de cette Start Cup, c'est-à-dire effectivement les candidats, on va les aider à trouver des sponsors. Et puis au mois de janvier, ils partiront avec un petit pécule de leurs sponsors, avec des droits et des obligations, donc rédigés par des juristes, donc pour des contrats de sponsors, des contrats d'inscription, etc. Et puis ils vont dérouler leur projet. Très bien. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est tout simple, c'est que le principe d'évaluation de ce concours, c'est la capacité managériale qu'ont les chefs d'entreprise à mener à bien leur projet. Et pour ça, j'ai réuni un certain nombre de qualités qui me paraissent essentielles pour un chef d'entreprise. D'abord, évidemment, on s'adresse à des sociétés innovantes, donc c'est la technologie. Mais si on n'a pas de communication et de marketing, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas faire évoluer cette technologie vers le marché. Des capacités managériales, des capacités juridiques de propriété intellectuelle, de la gestion, de la comptabilité. Évidemment, des investissements, des financements, y compris capitalistiques, des relations bancaires, et puis des ressources humaines. Voilà, ça fait 8 qualités. Et là, aujourd'hui, les 6 candidats qu'on va appeler tout à l'heure, que tu vas appeler, on fait une fiche d'auto-évaluation. L'idée, c'est que le jury, dont on va parler tout à l'heure, évalue si effectivement le manager en question sait bien s'évaluer dans les 8 qualités que j'ai données. Ça donne son point de départ, et puis ça lui donne une feuille de route dans la mesure où ils mettent, deuxième colonne, des priorités pour mener à bien ce projet. Le jury dira, oui, ils ont mis cette qualité-là en avant, mais pour faire ça, en fait, il aurait fallu qu'ils développent autre chose avant. Donc il y a un premier coaching qui est fait par le jury, en quelque sorte, en conseil. On est vraiment en profondeur, c'est vraiment un pilotage de la solution innovante, et c'est pas juste un effet de manche ou celui qui a le mieux parlé sur scène. Donc c'est vraiment du fond, et effectivement, c'est très très différenciant. Bravo, c'est une très très belle initiative, bravo à tes partenaires aussi qui te soutiennent. Absolument, oui. Tu veux les citer peut-être ?
Pour l'instant, les partenaires, tu veux dire, Oui, aujourd'hui les on est partenaires soutenu de par l'événement. la French Tech et la CCI puisqu'ils nous hébergent au sein de My Blue Tech Show. Et puis on est en pourparlers avec une grande banque régionale dont j'espère effectivement que ça sera suivi des faits. Mais pour l'instant c'est un petit peu trop tôt pour avoir un sponsoring, mais j'en doute absolument pas. Allez. On a des représentants et je pense que demain il y en aura d'autres qui seront là. Donc on va travailler au cœur. Allez, Voilà. voilà. Merci en tout cas pour ton engagement. On te connaît ton opiniâtreté. D'ailleurs, je crois que du coup, on peut t'applaudir chaleureusement, mesdames et messieurs. Daniel Christian, on va appeler qui? Eh bien, alors, l'ordre, il est là, il apparaît à l'écran puisque certains de nos intervenants nous ont remis des PowerPoint de présentation. Donc, alors, avant, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, le jury. Alors, on va d'abord appeler, effectivement, tu as raison, on va leur demander de monter sur scène les membres du jury. Je vais vous demander également d'applaudir chaleureusement. Alors, on les cite, vas-y. Alors, donc on a un membre de jury dans chacun des talents qui seront nécessaires pour développer. Donc, sur le plan de la technologie et la science, aujourd'hui, quelqu'un qui va représenter Franck Lartaud, qui est le directeur adjoint du laboratoire Arago, l'observatoire océanologique de Banyuls. Mais on l'appelle sur scène. Alors, Franck n'est pas là, mais il a Son été représentant. favorablement représenté par Michael Fuentes. Michael, venez donc nous rejoindre, Michael. Allez, c'est parti. Allez, allons-y rapidement. Alors ensuite, en communication marketing, Nicolas Garrido. Allez, Nicolas, qu'on l'applaudit chaleureusement également, ça nous met en forme, en avant. Alors sur le management, c'est une chef d'entreprise, elle s'appelle Hélène, si je me souviens. Hélène, venez donc nous rejoindre, Hélène, on l'applaudit également. Venez, ne soyez pas timide. Les caméras sont ici. Sur le juridique, on a Monsieur Donadieu, Eric Donadieu. Eric, venez vite nous rejoindre sous vos applaudissements. En musique, on peut faire tac, tac, le jingle, super et tout. Allez, on y va. Et alors, puis, sur Finance Equity, on a Franck Lescure. Franck Lescure, venez donc nous rejoindre. Franck, on le connaît, il était dans notre débat de 14h. Oui. On va en avoir une deuxième, puisque pour représenter le secteur bancaire, on a Fabienne Dussolier. Allez, Fabienne, venez vite nous rejoindre. And last but not least, comme on dit en anglais. The last, mais qui est malheureusement pas là, et puisque la visio était difficile, donc elle rejoindra le jury ultérieurement. Et puis on va lui envoyer les fiches pour qu'elle fasse une évaluation après avoir interviewé les candidats en individuel. Allez, on l'excuse pour Allez, ce soir. très bien. On va faire pitcher les candidats dans un instant, mais moi je vais faire ce qu'on appelle un blitz pitch, c'est-à-dire 10 secondes pour dire pourquoi vous avez accepté d'être membre du jury. En 10 secondes, c'est parti. Parce que je connais ce projet depuis 2 ans maintenant et bravo pour ta persévérance et j'adore les entreprises innovantes, donc c'est un bon défi pour un avocat. Et j'ai vu en plus que les priorités du juridique sont en 8e position ou 7e, c'est pas bien ça. Ah, mais elles sont dedans quand même. Merci pour ce petit pitch. Regagnez vite effectivement l'audience. Même question, pourquoi vous avez accepté de rejoindre la Star Cup ? La motivation première, c'est de s'investir sur le territoire pour faire en sorte que les entreprises locales puissent arriver à réussir et faire émerger et rayonner le territoire. Donc merci Daniel pour l'initiative. Et puis on a de vrais talents et dans mon travail, je pense que je peux apporter ma pierre à l'édifice dans le domaine du marketing, de la communication digitale. Voilà. C'est cool, merci pour cette adhésion. Votre engagement, comme on dit, alors si vous êtes encore plus derrière, ça va être super pour les caméras. Rapprochez-vous, ne soyez pas timide. Même question, pourquoi donc cet engagement ? Alors Daniel, c'était un petit coquin parce qu'il m'avait dit que je ne parlerais pas ce soir. Bah voilà, mais non mais il ne le savait pas non plus, l'animateur, il a ses propres initiatives de temps en temps. C'est important. Nous travaillons ensemble depuis très longtemps au laboratoire. Et j'entends parler de la Star Cup depuis des années. Eh ben voilà. Alors à tel point que j'en avais même mal à la tête par moment. Et donc il m'a sollicité pour intervenir ce soir. Et surtout, je suis très heureux de le voir de l'intérieur. Eh ben voilà. Parce que de le voir de la vie extérieure, c'est intéressant, mais de le voir de l'intérieur, c'est passionnant aussi. Merci beaucoup. Allez, même question. Pourquoi votre engagement dans la Star Cup ? Bonjour à tous. Pour apporter mon expérience en tant que chef d'entreprise. Voilà, tout simplement. Merci d'avoir pensé à nous. Vous avez vu qu'à 1 cm près, on ne vous voit plus du tout. Allez, n'hésitez pas à passer devant la table par rapport à... Merci en tout cas pour cet engagement. Allez, acteur bancaire, même question. Pourquoi la Star Cup ? Alors, naturellement, comme les autres, parce que c'est important d'accompagner localement les porteurs de projets, et puis parce qu'on est partenaire de l'événement. Et merci Daniel pour l'invitation.
Merci beaucoup. Et ben voilà, le dernier de nos spécialistes en investissement. Moi, je vais faire court. Daniel m'a convaincu de venir et je Voilà. viens avec plaisir. Bon, il y avait la lumière et du coup, non. Merci très sincèrement. On applaudit nos jurés pour leur temps, pour leur engagement et pour toutes les ressources qui vont, soyons-en sûrs, apporter à nos candidats. On appelle le premier de nos candidats. Il aura au maximum 5 minutes. De qui s'agit-il? Donc, Sale Inbox, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Et en musique, avec notre super jingle, Arwen. Un petit bouton 0. Allez, on rappelle. Ouais, vas-y, le temps que le. Voilà. Alors, installez-vous. Daniel va rappeler très rapidement la méthodologie. Oui, donc chacun des candidats a rempli sa fiche d'auto-évaluation. Donc il ne s'agit pas de refaire le pitch qui a déjà été fait, c'est juste de dire qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine et quel talent j'ai besoin de développer parce que je suis en manque de ces talents en ce moment pour arriver à bien à ce projet. Voilà, donc ça dure 5 minutes et il faut convaincre le jury que l'auto-évaluation était la bonne. Allez, c'est parti. Non, mais c'est bon, c'est au choix. Donc qu'est-ce qu'on va chercher avec Maxime, mon associé, pour 2024? Donc on va renforcer l'équipe de Sale Inbox. Je pense que je l'ai marqué après, mais voilà, on va renforcer l'équipe. On recherche un profil basé sur l'économie, parce que c'est un petit peu la partie qui nous manque. La partie qui nous manque dans le projet. Ça, c'est à l'horizon, on va dire, premier trimestre 2024, de renforcer l'équipe avec renforcer l'équipe. Ouais. Et à plus long terme, donc d'ici fin 2024, c'est la possibilité d'avoir le financement en partie pour lancer les projets du bateau, d'aller le récupérer, de le modifier, parce qu'il y a 15 mois de travaux après pour le faire. Donc voilà, les deux grands objectifs, c'est de renforcer l'équipe et structurer un petit peu plus notre approche et notre vision économique pour pouvoir aller récupérer le bateau et le mettre en exploitation à l'orée fin 2025, début 2026. Donc, si les membres du jury ont des questions complémentaires à poser, mais réduites, le but n'est pas de faire une audit aujourd'hui du projet, c'est simplement d'évaluer si effectivement c'est une bonne priorité, pas une bonne priorité, et par rapport à la fiche d'évaluation, si effectivement le parcours qu'il a envisagé est celui qui est le plus adapté pour mener à bien ce projet. Une question, mesdames et messieurs les membres du jury, si c'est clair. Alles klar pour les germanophones. Pasteur-ci, avancez. Allez, venez vite me rejoindre au pas de course en avant pour une question et évidemment les éléments de réponse. Alors, vous parlez donc de faire votre premier bateau, le construire, puis ensuite le mettre à l'eau. Est-ce que vous avez prévu d'anticiper un peu ça au niveau des contrats? C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez préparer la chose Effectivement, c'est-à-dire qu'avant qu'on aille chercher le bateau avec l'équipe, c'est pour ça qu'on renforce l'équipe pour aller chercher des lettres d'intention et pour nous aider à asseoir notre modèle économique. Pendant l'année qui vient, on va aller chercher des lettres d'intention, on va aller chercher du financement pour le bateau, parce que la construction du bateau, après, c'est 15 mois et on va continuer à travailler pour aller chercher des lettres d'intention et des chargeurs. Merci très sincèrement. Tout est bon pour notre premier candidat de la Star Cup. Eh bien, on l'applaudit bien fort et bravo. Moi, j'ai effectivement présenté le projet plus en détail en milieu d'après-midi. C'était vraiment très impressionnant. Allez, nous allons appeler notre intervenant suivant. Il s'agit de Echo. Non, on n'est pas inscrit, donc c'est pas grave. Star Cup. Plaque-Style, on est bon. 1000 excuses, allez en avant, mesdames et messieurs. Plaque-Style, sous vos applaudissements et en musique. Allez, c'est parti, Plaque-Style. On a découvert tout à l'heure ces petites, c'est pas des billes, je sais pas comment on les appelle, ces petites, ces morceaux. Du compound. Voilà, du
composant, des composants de plastique. Voilà. Allez, alors, Daniel, une question directement ou on laisse Cyril Olivier. Olivier, pardon. Olivier. Une question. Excusez-moi, mais je sais que le pitch a été fait, mais il faudrait un micro-pitch de présentation, ça ne vous embête pas? Pour ceux qui n'étaient pas à la présentation de cet après-midi, on va baisser. Ouais, non, il faut surtout pas le mettre vers le bas. Et voilà. Voilà, ici, surtout, et encore moins le pointer vers le. Voilà. Allez, on y va. Il faut juste le garder comme ça. Et par contre, baisser peut-être mon propre. Voilà. Ok, allez. Donc, le micro-pitch, 45 secondes pour expliquer le concept. Allô, oui. Ça, c'est un peu fort. Oui. Allez-y, allez-y, mais gardez-le. Par pitié, laissez-le. Voilà, et on va baisser. Moi, je ne bouge pas. Allez, en avant, Olivier. C'est parti. Plaxtil, on fait de la régénération de déchets textiles. On transforme les déchets textiles en polymères. Ces polymères se substituant au plastique vierge dans l'industrie de la... C'est la technique, nous, on va essayer, on va changer de micro, je ne sais pas. Tiens, venez par ici, peut-être, il y a des interférences. Allez, 1000 excuses pour ces petits incidents techniques. Oui, allez, donc, allons-y. Plaxtil, on fait de la régénération de déchets textiles, on régénère les déchets textiles en polymère, ce polymère venant ensuite se substituer au plastique vierge dans l'industrie de la plasturgie. Voilà, le tout en économie circulaire. Et puis voilà. Et puis, je pense que j'ai fait 45 secondes. Rapidement. Un impressionnant, effectivement, dispositif. Plaxtil a un stand et je vous incite vraiment à l'issue de cet échange à rencontrer le projet d'Olivier et rencontrer Olivier. Allez, la question maintenant de Daniel. C'est parti. Pas de question. Pas de question. Alors allons-y. Non, mais donc qu'est-ce qu'on fait en 2024? C'est ça l'idée. Donc nous, Plaxtil, très clairement, notre objectif, c'est de clôturer positivement une levée de fonds qui doit derrière nous permettre de développer notre outil industriel, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on est une start-up industrielle en fait. On va créer des usines et on va créer des emplois industriels. Donc ça, c'est un objectif sur du relativement court terme, derrière étant la mise en place de ces usines sur des lieux qui sont aujourd'hui déjà identifiés, où il y a des gisements et qui normalement n'attendent plus que nous. Voilà. Autre chose? D'autres questions? Par rapport à l'auto-évaluation. Alors attends, c'était quoi mon auto-évaluation? Qu'est-ce que j'avais mis moi? Priorité, c'était... Oui, donc priorité finance equity, donc on est en plein dedans. Banque court terme, gestion comptabilité, bon ça c'est... J'ai mis ça en 2. Oui. Mais il va falloir que je change de temps. Ça m'a étonné, hein. Non, mais en fait, on a vraiment un besoin. Notre objectif, c'est clairement pour nous développer de consolider nos fonds propres et puis notre dette à court terme et moyen terme d'ailleurs. D'ailleurs, pourquoi j'ai mis ressources humaines en 9? C'est bizarre. Ça. Je pense que c'était le point que j'avais mis derrière. Hein. Mais bon, c'est... Voilà. Donc moi, j'aurais mis les ressources humaines en suivant, parce que très clairement, forcément, on va changer d'échelle en 2024 si tout va bien. Quoi. Oui, c'est ce que j'avais lu aussi, mais bon. Voilà. Et j'ai mis le juridique en 8 également, je suis désolé. J'ai compris qu'il ne fallait pas. La protection du juridique. C'est bon pour Olivier? C'est bon? S'il n'y a pas de question du jury. Oui. Non, il y a une question. Moi, une fois que j'ai le micro, je ne lâche plus. Hein. Allez, voilà. Alors, pour vos développements, vous allez chercher de l'argent. Oui. Vous avez une idée de la nature de l'argent que vous allez avoir et de combien vous avez besoin pour combien de temps? De la nature d'argent, donc on va faire une levée de fonds donc en equity, donc avec dilution, et complétée par des emprunts bancaires. Voilà. Donc, quelle était la question? Le montant. Le montant.
Et pour combien de temps? Alors, en fait, dans notre levée, donc on a on cible un montant de 1,5 million, 1,5 million en equity, sachant que derrière, on a quelque part une clause de revoyure aussi, puisque on a une deuxième étape, après cette première étape industrielle, qui est en fait la démultiplication de cet outil industriel, qui met cette logique de démultiplication, on ne la veut pas forcément en fonds propres, on la voudra plutôt sous une approche licensing et de développement de joint venture ou d'autres outils avec d'autres acteurs. L'idée de Plaquesteel, en fait, c'est de faire évidemment bouger les lignes au départ, mais on ne va pas pouvoir porter le changement industriel, nous, sur la totalité du spectre, en fait, vu les volumes que représentent aujourd'hui les déchets textiles. Donc l'idée, c'est qu'à terme, on puisse s'associer avec des gros acteurs, recycleurs, etc., qui pourront utiliser la technologie Plaquesteel, prouver dans nos usines qui sont duplicables et réplicables dans d'autres gisements. D'accord. Et dernière question, votre chiffre d'affaires, à quel horizon? Le premier chiffre d'affaires? Ah ben là, ça fait 3 ans qu'on a du chiffre d'affaires. Ouais. Ça fait 3 ans qu'on a du chiffre d'affaires. Donc vous pourriez faire de l'emprunt? On va faire un emprunt. D'accord. On va se financer là un upgrading industriel là, sur la fin de l'année 2023. Mais qui était prévu en fait, qui était dans notre plan de développement, sachant qu'aujourd'hui on a une usine qui est positionnée à Châtellerault et que cette usine, on l'upgrade pour arriver à une capacité de production qui sera sensiblement la moitié de celle qu'on fera sur une unité qu'on développera après. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Et juste un point pour les finances, ça fait notre 3e exercice, on le finira pour la 3e fois rentable assez clairement. Et donc ça, c'est effectivement plutôt pour les investisseurs un gage d'accélération de bon niveau. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Sous vos applaudissements, on accueille maintenant notre prochain candidat à la Star Cup. Il en aura 6. Voilà, Plaquesteel avec beaucoup d'infos. Eh bien, voilà. Donc là, la transition plastique, c'est possible. Allez, eh bien, vous la connaissez en tant que grande organisatrice de cette journée, mais elle participe aussi à la Star Cup. Je vous demande d'accueillir Leila Mastersheim, mesdames et messieurs. Voilà. Allez, on va passer directement sur les slides, Arwen. Voilà. Ah, c'est pas le bon. Ah, bah c'est celui. Bon, bah. C'est pas grave. Est-ce que tu peux passer directement à la présentation PowerPoint? Ça va être après, peut-être. C'est après? Juste après. Non. Bon, eh ben. Ok, on va regarder ça. Commence peut-être, Leila. Et puis... C'est pas grave. Voilà. Ouais, c'est la fin de journée. Alors, une petite présentation également rapide. Ah bah voilà, si c'était juste après, voilà, il y avait juste... Tout à fait. Donc, Plasticati, c'est une société qui existe déjà depuis 5 ans et qui, en fait, se donne pour mission d'accompagner typiquement des industriels dans la mise en œuvre de nouveaux types de plastique. Donc, on va tester leur biodégradabilité. On va également tester... donc, la biodégradabilité, ça donne des choses comme ça. On a tous dans la tête cette bouteille en plastique. Mais en fait, elle peut être utilisée par des micro-organismes comme une forme de carbone et disparaître. Et ça nous a permis, par exemple, de classer des matières en fonction de leur taux de biodégradabilité en mer. Donc on regarde aussi quel est leur effet en termes de toxicité cette fois-ci. Et le but de mon inscription aujourd'hui pour la Start Cup, c'est au-delà en fait de la croissance en fait de cette société, c'est plutôt de s'intéresser à la mise en place d'un nouvel outil. Un outil qui serait un label, qui permettrait aux industriels, mais également aux consommateurs, de mieux identifier des objets qui seraient plus vertueux. Donc un label, en fait, tout simplement. Un label qui permettrait aux consommateurs d'identifier, du coup, quelque chose de biodégradable en mer, biodégradable en mer et non toxique en mer également. Donc on utilise des murs de moules en fait, pour mesurer cette toxicité long terme. Et on va également tester la biodégradabilité. Ce seront les 2 composantes majeures en fait, dans le cadre de ce label. Donc, hop, pardon. Donc,
il n'est pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Donc l'idée, ça va être donc pour des filières biosourcées de tester la biodégradabilité et la non-toxicité, et pour les filières recyclables et recyclées, de tester la matière après recyclage pour vérifier que le produit recyclé n'est pas devenu une bombe et qu'elle reste non toxique dans le cadre de son usage. Donc nous sommes aujourd'hui moins de 20 personnes dans la société. Nous avons eu une levée de fonds déjà l'année dernière qui nous a permis d'aujourd'hui d'augmenter en fait notre zone de production en particulier, d'avoir également une partie commerciale qui est venue s'ajouter à notre travail. Et aujourd'hui, concernant ce label, mon estimation, je me suis mal notée, mais en gros, nous avons aujourd'hui besoin, et dans le cadre de cette Start-Cup, l'idée c'est d'avancer sur différents points. La protection, l'API en fait liée à ce label, la communication, évidemment, le fait de faire vivre finalement ce label demain, finalement de le séparer de notre société pour demain, par exemple, permettre à d'autres laboratoires que nous aurons franchisés de permettre de donner également ce label. Donc c'est finalement une nouvelle forme d'économie. On est en train de penser à notre croissance externe. Et l'idée vraiment de notre participation à cette Start-Cup, c'est de développer ce label. Et on espère que l'année prochaine, pour la deuxième édition du Blue Tech Show, nous aurons défini enfin notre logo adapté, le label qui viendrait sortir et qui serait utilisé par exemple, par des sociétés qui auraient passé des tests chez nous et qui auraient été démontrées comme étant biodégradables en mer non toxiques ou recyclables en mer non toxiques. Eh bien, bravo Leïla, merci. Des questions pour Leïla? Des questions, des éléments? S'il y a une question de ce côté-ci, je vais d'ailleurs vous inciter à me rejoindre carrément, à ne plus partir de la scène. Comme ça, merci pour votre engagement, c'est très important. Mais il en faut des questions et il faut des gens qui les posent. Donc voilà, on va juste... Non mais c'est bon, je donnerai mon micro. Merci. Allez, en avant. Oui, j'avais une première question sur l'idée de faire un label. Il va falloir aller voir toutes les organisations qui font les labels ISO, etc. C'est un peu de lobbying. C'est un travail un peu spécifique. Qui fait ça chez vous? Alors aujourd'hui, en fait, on est deux personnes, on est même trois personnes en charge sur ce label. Un qui est plutôt focalisé sur la partie communication et recherche justement d'informations sur les nouveaux usages. Au sein de ma structure, je travaille également avec Isabelle Calves, qui est la directrice d'opération à Plasticati, et avec lequel on travaille plutôt sur la charte que doivent suivre en fait ces labels qui permettent de définir les critères en fait de sélection. Et puis avec Sylvain Meistersheim, on travaille plutôt sur la partie communication, mais nous sommes en train aujourd'hui de rechercher des collaborateurs extérieurs, surtout pour nous aider finalement, pas forcément sur la partie COFRAC, parce qu'on sait qu'on doit être labellisé COFRAC et ça c'est quelque chose sur lequel on sait qu'on peut avancer, et plutôt sur l'outil lui-même, comment faire vivre finalement ce label. Est-ce qu'il faut mettre en place un site internet pour lui, quel serait son usage, et faire vivre finalement ce label presque en dehors de Plasticati pour que nous soyons un service pour offrir cette solution, mais que ce label puisse être également transféré sur des laboratoires franchisés. Ok, enfin, j'ai une deuxième question. Merci. Oui, alors rapidement, réponse rapide, comme ça, Ok. on va dans les temps. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà utilisé le test? Oui. Alors j'ai même l'un de mes clients qui me pousse très fortement à ce que je lui fournisse le label depuis le mois de septembre et qui est dans la bonne case. Qui sera le premier labellisateur. Très bien. Merci beaucoup Leïla Meistersheim. Et puis voilà, moi j'ai fiche. Voilà. Allez, l'intervenant suivant, eh bien, de qui s'agit-il? De WFT. Alors j'ai un petit écran dessus. Quelle est la dernière lettre? C'est David. Allez David, venez donc nous rejoindre ici même pour la Start-Cup, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. On m'entend bien? Très bien. Moi, du coup, j'ai pas du tout pitché. Personne connaît ce sujet-là parce que je le présente pour la première fois. Allez, alors une Donc, minute du coup, 30. je vais vous expliquer un peu. Ouais, rapidement, pas de souci. Donc, WFTA, ça veut dire Water from the Air. C'est un projet d'entreprise, à la fois en innovation technologique et climatique,
où notre but c'est de créer un générateur d'eau atmosphérique où on transforme l'air en eau grâce à l'énergie du soleil. On va regarder les slides tout de suite. Ouais. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc le contexte, on le connaît, de sécheresse, surtout ici à Perpignan ou dans les Pyrénées-Orientales. Sécheresse géographique, agricole systémique, etc. Les problèmes d'irrigation, d'alimentation en eau, ça c'est des problèmes qu'on connaît. Nous on se propose d'apporter une solution écologique là-dessus, qui ne consomme pas d'électricité, pour créer de l'eau potable dans des endroits où il n'y en a pas. Notre ambition, notre mission, c'est de créer 10 litres d'eau par jour sur une surface de 1 mètre carré d'exposition. Donc on a mis une petite illustration qui montre quelque chose de complètement imaginaire, pas tant que ça, mais quand même. Il n'y a pas de panneau solaire, il n'y a pas de produits ou de matériaux polluants dans cet objet, il n'y a pas de consommation électrique. Donc on est capable, avec ça, de créer 10 litres par jour en l'utilisant, en récupérant dans l'humidité de l'air, même pas dans l'humidité, dans la vapeur d'eau qui existe dans l'air, juste simplement en le mettant sous le soleil pendant un jour. Et ça, c'est un projet qui est scalable, dans le sens où, avec 1 mètre carré, on arrive à produire 10 litres, mais avec 10 mètres carrés de surface, on arrive à produire 100 litres. Avec ça, on alimente 100 litres par jour, on alimente facilement un potager ou un champ, etc. Jusqu'à arriver, par exemple, pour une irrigation d'1 hectare, ça va consommer, par exemple, un ordre de grandeur, 1000 litres par jour. Et 1000 litres par jour, en termes d'exposition, surface équivalente d'exposition au soleil, c'est 1/10 de 1 hectare. Donc avec 1/10 d'hectare exposé au soleil avec cette solution-là, on irrigue 1 hectare. Comment ça marche? C'est très simple. Exemple qu'on connaît tous, le soir on sort du boulot, on est crevé, on ouvre la porte du frigo, on prend une bière. Elle est fraîche, elle est mouillée. Elle est mouillée pourquoi? Parce que l'eau se condense à la surface froide de la bouteille de bière, en l'occurrence, pas mal ça. Et donc ça c'est l'humidité de l'air qui s'est transformée en eau liquide à la surface de la bouteille. Très simple. Nous on fait exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un frigo chez soi qui est branché sur l'électricité pour le faire, nous on prend l'énergie du soleil d'un côté, on transforme ça avec une machine thermique qui de l'autre côté crée une surface froide et on a produit notre eau. Voilà. Comment on fait ça? Aujourd'hui on est 2 sur le projet, ça fait 1 an qu'on bosse dessus, Yann Bachet et moi-même. Yann Bachet il n'est pas présent parce qu'il a fait un double lembago hier, donc on le pardonne. Enfin, je lui pardonne, je plaisante. Et voilà, donc nous, voilà. Et donc notre feuille de route là-dessus, aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on bosse dessus sur fonds propres. On arrive un peu au bout de ces capacités-là, on s'est restructuré pour pouvoir continuer avec un peu de flexibilité à bosser sur le projet, mais on a du mal. Donc notre priorité, ça va être de trouver des fonds maintenant pour réussir à avancer là-dessus. On s'est structuré, donc on a besoin de fonds. Pour pouvoir ensuite franchir les étapes d'après. Des étapes d'après, ça va être quoi? Ça va être la techno, produire un démonstrateur, faire l'étude de marché en faisabilité, et ensuite, une fois ces étapes franchies, industrialiser, produire, vendre. Et facteur d'échelle. Voilà, je vous remercie. Et je vous remercie, c'est assez bluffant. Alors c'est parti, vos questions, mesdames et messieurs, les jurés. Allez, venez vite nous rejoindre. Soit sur scène, soit devant. Bonjour, félicitations pour le projet. Ma question première pose sur le fait est-ce que vous avez déjà réalisé un prototype ou comment avez-vous effectué et quantifié, on va dire, ce calcul des 10 litres par jour en fait sur un modèle existant? Ok, donc les 10 litres par jour, c'est vraiment une ambition. Aujourd'hui, c'est pas démontré physiquement parce que les parties qu'on a réussi à bricoler avec nos moyens aujourd'hui, c'est des sous-ensembles du système. On n'est pas capable, avec nos moyens aujourd'hui, de produire un démonstrateur complet. Parce qu'il y a toute une machinerie thermique à mettre en place qui demande d'avoir des habilitations, un processus industriel, de la tuyauterie, certains gaz, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire nous. Donc là, pour franchir cette étape, il faut plus de moyens. Maintenant, nous, ce qu'on est capable de dire, c'est qu'on a fait des sous-ensembles de ce système, comment on arrive à capter le soleil, comment on arrive à produire l'eau sur combien de surface. Ça, on a validé quelques étapes. Voilà. Donc, et ensuite, avec par calcul, un peu de simulation thermodynamique, on arrive à établir ce chiffre-là. Voilà. Donc ça ne sort pas complètement du chapeau, mais enfin, je pense que c'est réaliste, très sincèrement. Et ce prototype que vous allez réaliser, l'étape est à combien de temps et le budget prévisionnel
le budget prévisionnel, enfin le budget Oui, global. Tout à fait. Donc nous, aujourd'hui, on pense qu'il y a 6 mois de travail d'ingénierie en conception pour un temps plein. Je pense que c'est ce qu'on a évalué avec mon collègue. Je pense qu'on est un petit peu sous-évalué. Mais je pense qu'il ne faut pas se fixer uniquement là-dessus. Parce que en termes de budget, mon évaluation, elle est à 150 000, 200 000 euros pour une année. Pourquoi? Parce que sur cette étude-là, il y a l'étude technologique à faire, mais il y a également l'étude de marché à faire. Et c'est une étude de marché en faisabilité. Pourquoi? Parce que sur un produit écologique comme ça, généralement, le marché classique qu'on identifie, c'est le marché humanitaire. Mais ce n'est pas un marché business, et ça ne marche pas. Et donc, si on veut vraiment proposer ce produit-là, aux humanitaires comme aux autres, il faut qu'on ait une application business. Et donc ça demande une étude de marché complète et assez touchy à faire. Et donc, il y a une part de budget à mettre là-dessus, importante. Voilà. J'entends pas. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours aux deux associés? Alors, oui, moi on a tous les deux fait un parcours soit d'ingénierie, soit universitaire. Le mien, c'est un parcours universitaire en électronique. Thèse de doctorat, Université de Limoges en 2010, en électronique et sciences de l'information, avec une grosse partie optique. Après ça, j'ai un parcours industriel, où j'ai fait plusieurs projets, ce que j'appelle page blanche, où je rentre dans une PME, où on me dit on a un gros projet de R&D, il faut faire ça. Quelques années plus tard, c'est fait. J'ai fait ça 3 fois. Voilà. Et au bout d'un moment, c'est à mon tour de faire les projets, de décider moi-même de mon avenir. J'ai envie de dire ça comme ça. Mon collègue, lui, il a fait une thèse en industrie, à ST Microélectronique, donc sur les puces électroniques. Et l'idée vient de lui à la base. Ça fait depuis plus de 10 ans qu'il réfléchit à des solutions de génération d'eau atmosphérique. Je vais réussir à le dire. Et voilà, à peu près notre parcours. Et on s'est rencontrés dans un contexte professionnel, collègues, récemment. 2 questions. Vous avez un brevet là-dessus? Et deuxième question, combien vous cherchez? La propriété intellectuelle, c'est peut-être le plus important sur un projet comme ça. Je ne sais pas où ça apparaît dans les priorités, mais si c'est pas en haut, ça devrait l'être. C'est pas en haut. C'est pas en haut. Alors c'est pas normal, parce que je me rappelle à l'avoir mis en haut, hein, dans les priorités. Mais on regardera ça plus tard. Hein. Aujourd'hui, on a une enveloppe solo dessus. C'est clairement insuffisant. Et il est très très difficile pour moi de communiquer sur ce. Enfin voilà, on voit pas très peu de choses de la techno qu'on met en place, parce que évidemment, enfin voilà, aujourd'hui il y a beaucoup de besoins là-dessus, beaucoup de projets qui se montent sur des applications comme ça, ce qui est très bien, etc. Mais dans une application business, on n'a pas le choix, il faut se protéger. Voilà. Donc le brevet, c'est important. Mais aujourd'hui, on peut même pas avancer sur ce truc-là, faute de fonds. Voilà. Et donc la deuxième priorité, c'est les fonds. Fonds, comme j'ai dit tout à l'heure, 150 000, 200 000 pour 6 mois, 1 an de boulot pour avancer, pour vraiment un fonds d'amorçage, avec une part qui est dans la démonstration. Il faut vraiment qu'on arrive à créer ce démonstrateur avec d'un procédé industriel. Donc il y aura une partie sous-traitance importante là-dessus pour faire appel à un industriel thermicien qui s'y connaît, qui est capable de fabriquer une machine qu'on ne pourra pas faire nous-mêmes. Et donc là, il y a j'ai envie de dire la moitié du budget qui va partir là-dedans. Merci beaucoup. C'est bon? Allez, merci beaucoup. Allez, voilà. Merci à vous. Allez, on va appeler le candidat suivant. De qui s'agit-il, Daniel? Eh bien, c'est parti. LD Genix, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Allez, voilà. Alors, on a eu droit au pitch, mais vous allez devoir le refaire au moins pendant 45 secondes pour qu'on vous connaisse également. Allez, c'est parti. On peut remettre le diapo? Oui, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Alors, pour ceux qui ne nous ont pas vus tout à l'heure, moi je suis Maëva Ledven, donc docteur en génomique, et Émilie Delpuech, docteur en biostatistique. Et on présente le projet pour la boîte qu'on vient tout juste de créer, LD Genix. Et le projet en particulier, c'est qu'on veut, dans la boîte, développer une offre de service pour la génomique environnementale. Donc la génomique environnementale, rapidement, à quoi ça sert? C'est-à-dire qu'on va échantillonner dans le milieu, par exemple un échantillon d'eau.
On va regarder à l'intérieur tout l'ADN qui est présent. Ça va permettre de surveiller le milieu, de détecter d'éventuels pathogènes et aussi de décrire la biodiversité qui est présente ou absente. Pour faire ça, on utilise une nouvelle méthode de séquençage, le MinION, qui est un mini-séquenceur d'ADN. Je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo, mais en gros, ça permet d'aller sur le terrain et de séquencer en direct, de mettre l'échantillon et de séquencer en direct tout l'ADN qui est présent. Donc ça change énormément parce qu'avant, les grands séquenceurs, c'est gros comme ça. Donc il faut un laboratoire, il faut du temps et ça se fait en plusieurs mois. Alors que là, en un jour ou deux, avec la petite manip, plus le séquençage, on a le résultat. Donc c'est rapide et ça permet d'avoir un screen génomique possible. Donc on ne cible pas une espèce en particulier. On peut, si on le veut, mais on peut voir tout ce qu'il y a de présent. Et ça fait des longs fragments d'ADN. Donc ça, c'est très important pour notamment la détection de nouveaux variants, qui des fois ne sont pas encore connus. Les applications possibles, donc, qui vont être nos clients, donc ça va être pour tout ce qui va être surveillance de la biodiversité. Là, je vous ai mis en exemple des parcs éoliens. Donc il va y avoir plein de nouveaux projets de mise en place de parcs éoliens et d'aller échantillonner l'eau au pied de ces parcs pour voir la diversité d'individus présents. Ça va être important, notamment parce qu'on ne pourra plus faire de chalutage pour recenser les poissons qui sont présents dans le milieu ou pas. Ça va permettre aussi de surveiller les espèces invasives et la diversité de certains écotypes, comme les anchois et des écotypes côtiers ou marins. Donc ça va être intéressant. En deuxième grosse application, on a tout ce qui va être diagnostic de risques biosanitaires. Par exemple, surveiller la qualité des eaux et l'émergence de certains pathogènes, que ce soit pour l'homme, par exemple, Escherichia coli, ou alors aussi, vous voyez tous les huîtres que vous allez manger à Noël, des fois il y a l'émergence de certains pathogènes, et de pouvoir les détecter, c'est important. Notamment lorsqu'il y a une nouvelle souche virale qui apparaît, ou bactérienne. Et pour le développement, je vais essayer. Du coup, je prends la suite. Et donc, pour en arriver à ces stades-là, donc de répondre aux questions de toutes les personnes qui pourraient être intéressées par le projet, on a différents développements qui sont à effectuer, donc notamment le développement scientifique, où là, on souhaite acquérir ce matériel, donc le MinION qu'ici, on a simplement en impression 3D. Et à terme également de construire un petit laboratoire qui se dit portatif, donc où on a le MinION qui est branché à un ordinateur portable, mais également avec tous les outils nécessaires au pipetage et à la pré-analyse des données. On a également besoin de développer le pipeline bioinformatique, que là vous ne voyez pas, mais du coup, c'est ce qu'on va vendre aussi en termes de services, c'est que cet outil nous permet de réaliser des analyses d'ADN environnementales, mais derrière, ce qui est très lourd, c'est l'analyse bioinformatique des données de séquençage. Donc ça, on veut le mettre en place durant cette année de Start-Up pour répondre dans un an à toutes les demandes possibles. Ensuite, on a le développement personnel qui est à perfectionner parce qu'on vient du milieu de la recherche, donc on n'est pas encore des vrais chefs d'entreprise, on se développe au fur et à mesure, mais on a beaucoup de choses à développer, notamment tout ce qui est marketing, communication, d'un point de vue des finances aussi, où on doit développer tout ça. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on recherche, c'est du financement. Donc, on a souhaité développer en différents packs ce qu'on peut faire, en fait, sur un an. Donc si on a du coup le pack starter où on va faire le démonstrateur de l'utilisation de notre méthode avec le pipeline informatique et donc on aura à la fin un outil standardisé. Avec un pack médium, donc avec 100 000 € cette fois, on va pouvoir aller en mer, échantillonner par exemple sous les parcs éoliens et voir de la biodiversité dans un milieu beaucoup plus riche. Et enfin, avec un pack premium, qu'on a nommé premium, avec 200 000 € pour une année, on va pouvoir faire de la dynamique temporelle, c'est-à-dire faire un suivi sur toute l'année de certains milieux, et également de faire toute l'analyse quantitative, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, quand on va trouver des souches, par exemple bactériennes ou virales, avoir une valeur quantitative qu'il n'y a pas pour l'instant dans tout ce qui est les analyses d'ADN environnemental. Donc merci pour votre attention, merci d'être là, et donc comme c'est une course, ils sont les voiles. Eh bien merci pour cette belle présentation. Des questions? Allez, venez vite me rejoindre.
Bonjour, félicitations. Concernant le petit appareil que vous aviez montré, en fait, ça c'est un prototype que vous avez développé ou c'est une solution qui est déjà existante en fait? C'est une solution du coup déjà existante, c'est Oxford Nanoport, c'est un groupe anglais qui fournit cet appareil-là, comme il y a d'autres fournisseurs des plus grosses machines. Donc c'est quelque chose qui est disponible. Nous, on veut l'acquérir pour ensuite répondre à des questions d'ADN environnemental. Ça coûte combien? Alors l'objet en lui-même, c'est 1 000 €, mais après il y a tous les consommables, c'est-à-dire la flocette dans laquelle on insère l'ADN et tout ça, où on peut arrondir à 1 000 € aussi en tout avec tous les consommables. Allez, une dernière question. Du coup, les publics que vous ciblez, puisque vous souhaitez justement le vendre cette solution, quels sont les publics, les institutions, Alors ouais, ça peut être des institutions, des gestionnaires aussi, des milieux, des gens qui s'occupent notamment dans le secteur public de tout ce qui est des étangs par exemple. On vise aussi toutes les personnes qui s'occupent des futurs parcs éoliens, donc tout ce genre d'entreprises qui veulent suivre la biodiversité avant, pendant la mise en place du parc éolien et aussi après, parce que des fois il y a du repeuplement dans ces milieux-là. Et les ports aussi qui sont très intéressés par étudier la biodiversité, parce que souvent on attaque ces milieux-là et eux ils sont plutôt intéressés pour voir tout ce qui est positif dans leur milieu. Mais ouais, il y a plein d'autres, il y a les parcs marins, il y a énormément de choses. J'aurais 2 questions, excusez-moi, je vais en profiter. La première question, c'est est-ce que vous avez déjà testé, vous, si vous aviez des gens capables de vous passer des commandes? Et la deuxième question, c'était les gens qui ont déjà le gros laboratoire bien installé avec le gros truc qui coûte cher, pourquoi ils n'auraient pas le même appareil que vous? Alors pour la première question, les gens qui voudraient tester l'appareil, on a eu plusieurs contacts. Beaucoup de gens intéressés, que ce soit Créo-Océan, qui voulaient... eux, ils font de l'observation de la biodiversité en plongeant et en observation visuellement. Et ils étaient très intéressés si nous, on peut apporter le côté génétique et faire une base de données derrière. On a aussi des gens qui allaient créer des nouvelles piscicultures de crevettes, donc étaient intéressés pour voir tous les pathogènes potentiels dans le milieu. Et il y avait le syndicat mixte du bassin de Thau qui était également très intéressé pour avoir une dynamique temporelle des pathogènes dans le milieu. Et l'autre question... Les ports, ouais, les ports. Et sinon, oui, du coup, les grosses entreprises de séquençage, en fait, souvent, ils font des analyses très standardisées. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un échantillon, on va leur envoyer des échantillons, ils vont faire l'analyse d'ADN et ils vont renvoyer un rapport qui, en fait, tout est scripté et du coup, c'est quelque chose de très linéaire. Et alors que, très ciblé, ouais. Et nous, avec cette approche-là, c'est qu'il y a un gros pipeline bioinformatique à développer derrière, ce qu'on va faire grâce à nos compétences. Et donc, on va pouvoir répondre à des questions beaucoup plus précises et plus spécifiques de chacun. Je rajoute, c'est développé en recherche, mais c'est pas encore automatisé. C'est pour ça que c'est pas encore vraiment dans le milieu de l'industrie. Allez, une dernière question. Une question profane qui est peut-être pas très cohérente, mais ce pipeline, c'est quoi? Vous allez nourrir de la data. Vous allez nourrir de la data, c'est ça? Oui, alors on va s'occuper, du coup on va utiliser toutes les bases de données déjà présentes et qui sont en libre accès de tous les génomes qu'on a déjà étudiés, qui sont déjà présents. Et donc on va coupler ça avec l'ADN qu'on va recevoir dans les échantillons en fait sur l'ordinateur. On va faire de la ressemblance en fait et voir du coup les espèces présentes ou non. Exactement. Plus les bases de données vont augmenter, c'est pour ça qu'on a une approche par itération. Les bases de données qui sont à améliorer, effectivement. Merci beaucoup et sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, le dernier de nos intervenants, eh bien, je crois qu'on a terminé. Voilà, et c'est Vincent. Je crois qu'il n'y aura pas de support. Vincent, c'est parti. De qui s'agit la société? Le nom de la société, Daniel? Captain Chercheur. Allez, en avant. Et sous vos applaudissements également, mesdames et messieurs, hein, c'est la fin de la journée, on est fatigué, mais un peu d'énergie. Allez. Bonjour à tous, on s'est déjà vu tout à l'heure, mais je vais rappeler ce que nous faisons chez Captain Chercheur. On est une start-up spécialisée en pièces détachées pour bateaux de plaisance. Et on a 2 activités, on a une activité de distribution et une activité digitale. Et on est spécialisé dans les pièces rares et introuvables.
Sur l'activité de distribution, on apporte des solutions adaptables dans les recherches de pièces, dans la rénovation des bateaux, dans le refit. Et sur l'activité digitale, on a développé une marketplace qui est la première filière de réemploi de pièces et d'équipements pour bateaux en France et en Europe. C'est ce qu'on vient présenter ici donc au Blue Tech Show. Sur l'objectif donc 2024, donc l'idée c'est de clôturer la levée de fonds qu'on a en cours, qui devrait se finaliser avant la fin de l'année, et de pouvoir commercialiser à grande échelle notre marketplace au travers de partenaires européens. On a fait 7 mois de R&D sur une nouvelle version. C'était une MVP qu'on avait réalisée il y a 1 an, qui a fait ses preuves, et on a appuyé sur un bouton en février dernier en développant une nouvelle version. Cette version est sortie fin septembre, et aujourd'hui l'idée c'est de la commercialiser à grande échelle. Donc on a besoin d'accompagnement et d'aide, en tout cas de réflexion, sur un mix marketing digital, un au travers de l'activité digitale et 2 au travers de l'activité distribution. On a souhaité avoir 2 activités pour une question de stratégie d'insertion. On est dans un marché qui est très traditionnel, et l'idée c'était de se dire on va développer une activité traditionnelle de distribution pour se faire connaître, pour créer une image de marque très forte, et à côté créer une activité digitale innovante pour notre industrie. Une marketplace dans le réemploi dans l'industrie nautique, c'est quelque chose qui n'existe pas. Les marketplaces existent, mais pas dans l'industrie nautique. Et aujourd'hui, voilà, on a besoin d'aide et d'accompagnement et de réflexion pour 2024 pour aller chercher donc, des vendeurs massivement, que ce soit des plaisanciers, donc du particulier, ou des professionnels de l'industrie nautique. Et l'idée, c'est d'aller chercher un maximum d'offres et spécialisées sur le réemploi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Applaudissements et vos questions, mesdames et messieurs les membres du jury. Allez, venez vite me rejoindre. Alors, c'est parti. Félicitations également. Concernant ces fameuses pièces rares, en fait, elles concernent quoi? Un marché de cible sur des bateaux spécifiques, plutôt anciens? Et la deuxième question concernant les produits que vous proposez, c'est des produits qui sont quoi, neufs, d'occasion, ou quelle est la typologie du produit qui sont mis en commerce? Alors sur les pièces rares et difficilement trouvables, j'en parlais à l'instant avec un collègue. Ce sont des pièces qui sont montées sur des bateaux des années 80-90. Faut savoir que la durée de vie d'un bateau, on est à peu près sur 30 à 40 ans. Et le processus d'industrialisation de ces pièces a été arrêté. Et donc là, il y a un besoin très fort sur ces pièces-là. L'idée, c'est que nous, on arrive à trouver des solutions adaptables. Donc oui, on est sur un marché de niche, on est sur un marché très spécifique. On parle de pièces avec une terminologie très spécifique, du rail de Fargue, de l'embase de chandelier, de la poulie, etc. Et là, nous, on apporte des solutions adaptables. En proposant des solutions de refabrication. Donc, on ouvre des bureaux d'études pour refabriquer des pièces, que ce soit en impression 3D avec des partenaires comme Click & 3D qui sont ici, mais ils sont plus présents, mais ils exposent. Et ensuite, avec un autre partenaire qui fait l'usinage numérique. Donc là, on ouvre des bureaux d'études spécialisés pour réparer des pièces au lieu de faire un remplacement total de l'équipement. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, qu'est-ce qui est vendu sur la marketplace? En fait, il est vendu tous les produits issus du réemploi. Alors c'est vrai que c'est assez large. Ça peut être de la pièce d'occasion vendue par un particulier qui a dans son garage, dans son bateau, du matériel à revendre. Ça peut être lors du processus de déconstruction. Il y a une filière de déconstruction qui a été mise en place par l'APER, l'Association pour la plaisance éco-responsable. Nous, on a un partenariat avec eux. Et l'idée, c'est de dire, lors du processus de déconstruction, on va créer une filière de réemploi. Et là, vous allez me dire, mais ça n'existe pas. Maintenant, dans l'industrie nautique, ça n'existe pas. Dans l'automobile, ça fait des années que cette filière de réemploi existe au travers de casse auto, mais il n'existe pas aujourd'hui de casse bateau, une filière très construite. Et nous, on a créé avec l'APER cette filière de réemploi. Donc on s'inscrit dans un processus de déconstruction. Et après, aussi au travers de partenariats avec des grossistes. On est en train de finaliser un partenariat avec le leader dans l'équipement pour bateaux en Europe. Il a 23 filiales en Europe et il nous disait qu'il jetait 10% de son stock à l'année. Et en 2023, c'est plus possible de faire ça. Et pour des logiques RSE, etc. Et l'idée, c'est de se dire qu'on va mettre en avant ces éléments-là. On va revaloriser ce stock qui est dit obsolète de la part de grossistes. Donc là, on parle de produits neufs qui sont voués à être jetés. Donc on revalorise du stock obsolète. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup. Alors, je crois qu'on peut vous applaudir une dernière fois. Bravo, Vincent. Allez, c'est parti, Daniel. C'est l'heure de la conclusion et des prochaines étapes. Et puis demain, quelques mots sur le programme de demain. Alors, merci à tous les candidats. Donc, il y a 6 candidats pour la Start Cup. Juste, je voudrais réparer. Je pense que j'ai fait une omission. J'ai oublié de citer Sébastien Beck. En comptabilité, je lui demande de me pardonner. Bon, j'ai mes listes, mais bon, voilà. On a beaucoup de stress, donc j'espère qu'il m'excuse. Voilà. Et j'ai parlé de Virginie Virlouvet, qui ne pouvait pas être là et qui représente la dimension ressources humaines, qu'on verra après. Donc, juste quand on termine là, on se débriefe très rapidement de 2-3 minutes pour se prendre un rendez-vous tous ensemble pour faire le point, probablement par visio ultérieurement. Donc voilà, c'est très rapide, on ne va pas occuper tout le terrain de votre soirée ce soir. Là, voilà, vous avez été super de participer jusqu'à maintenant. Donc voilà, la session d'aujourd'hui se termine là-dessus. Demain, eh bien, rendez-vous à partir de 9h, 9h30. Donc il y aura encore des sessions de pitch. Il y aura 2 conférences, une matin et une l'après-midi, une sur les plastiques, je ne me souviens plus du titre, et l'autre sur l'eau l'après-midi. Et puis à 17h, parce que vous aurez été bien sages, il y aura une dégustation de bière Trabuc, qui est une bière artisanale. Alors le lien avec la mer, vous allez me dire, il se trouve que c'est le responsable de la capitainerie de Banyuls qui fait ça dans son passe-temps, mais qui commercialise. Et donc il vous offre de la déguster. Et ensuite, vous aurez la possibilité de passer une soirée avec la possibilité de dîner avec un repas à 17 € préparé par un chef étoilé de Banyuls pour enchaîner sur du théâtre d'improvisation d'une troupe qui est en train d'arriver et qui est spécialisée dans le domaine de l'entreprise et qui là va faire une innovation dans le domaine de l'économie bleue. Donc ils passeront sans doute la journée avec nous demain pour essayer de trouver des noms, des mots, des situations donc embêtantes pour eux, hein, parce qu'eux ils vont devoir imaginer ce qu'ils vont faire avec ça, donc c'est la plus incohérente possible, parce que plus ça sera incohérent, plus ce sera drôle. Et pour les avoir suivis depuis plusieurs années, c'est souvent très très drôle. Voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite demain. Merci pour ce beau programme. Merci. Oui. Voilà. Allez, Vincent, un petit mot Oui, pour conclure. je prends juste la casquette co-organisateur. Donc merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Donc comme tu disais, demain matin, rendez-vous 9h, 9h30 pour l'ouverture. S'il y a des réservations de dîner ou de déjeuner, il faudrait s'inscrire sur Hello Asso pour réserver les plats. Je crois qu'il y a un suivi assez particulier pour le chef. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup pour ces informations. Vous notez bien ça. À demain, évidemment, j'espère nombreux, pour la 2e et dernière journée professionnelle du Blue Tech Show. Merci et au revoir.